Hey, on refait-tu le monde? Ce balado est le résultat d'un projet qui visait à rassembler et créer un espace de discussion confortable au sujet de la crise environnementale. Je m'appelle Chloé, j'aime apprendre sur la complémentarité indéniable des arts et des sciences, et c'est pourquoi j'ai invité 8 visages dans l'optique de jaser d'environnement autour d'un boire. On a fourni à l'avance 5 questions à tous les invités afin d'encadrer avec souplesse la discussion, comme un genre de moule à muffin ben mou. La formule participative a permis au public d'intégrer la discussion tout au long des conversations, mais on n'a pas tous les mêmes expertises. Je vous invite donc à écouter nos échanges dans le respect et surtout dans la douceur. J'espère qu'on pourra vous brasser les idées et vous inciter à vous poser une couple de questions. Bonne écoute! 5 septembre 2020, toujours sur la beach du Sichac en Haute-Gaspésie. On refait le monde, puis on se lasse plus de le faire parce qu'on l'a fait au dernier épisode, puis on le fait encore aujourd'hui, avec Nicolas Roux, épisode 2. Puis pour ceux qui n'ont pas écouté le premier épisode et qui comptent pas le faire non plus, Nicolas a effectué l'expédition Accor en mars 2021, soit la plus longue traversée nord-sud du Canada à force humaine. Afin de vous dresser un portrait du personnage, Nicolas Roux est non seulement conférencier, mais également professeur au secondaire. Ça, puis il fait des expéditions dans le Grand Fret. Ce deuxième épisode se concentre plus précisément sur l'échange que nous avons eu Nicolas, le public et moi-même. Ce qu'on demande à chacun, c'est... Ça peut sembler kitsch un peu, mais c'est... Comment tu penses que tu refais le monde, toi, à ta façon? Donc, on a tous envie de faire quelque chose de bien dans la vie, je crois. Comment, toi, tu penses qu'à travers l'expédition Accor, tu refais le monde un peu? Ben, refaire le monde, c'est super vague à la base, mais la question est pertinente pareil parce qu'on pourrait se demander... En fait, en général, ça pose une question qui est importante, je pense, c'est bien beau faire du plein air, c'est bien beau se dire outdoorsy, puis embrasser la culture de la consommation d'objets de plein air, puis comme triper sur les manteaux Arc'teryx, puis ce genre de gear-là, d'équipement-là, un peu flasheux, puis moi, je fais partie aussi de ces gens-là. Je consomme beaucoup d'objets de plein air, mais les tentes ultra light, exactement, les matelas ultra light. C'est ça, tu sais. Mais au final, j'ai tout le temps associé le plein air à l'écologie, puis j'ai réalisé, il y a une couple d'années, que c'était faux, au final. En fait, c'est pas nécessairement que c'est faux, mais c'est pas parce que tu fais du plein air ou que tu profites de l'extérieur dans ta vie que ça fait de toi quelqu'un qui a une empreinte écologique moindre, ou qui embrasse des habitudes de consommation plus respectueuses de la capacité de la planète. Puis quand je me suis mis à penser de cette façon-là, je me suis mis à me dire, mais en quoi vraiment les expéditions que je fais, ça profite à des gens autres qu'à nous? Mais c'est qu'après ça, c'est tellement le fun à partager qu'on le fait, tout simplement. On se met à partager ça, puis c'est là qu'on réalise le bénéfice de partager ces images-là à des jeunes, surtout des jeunes. Moi, je suis prof, j'ai enseigné les 2 dernières années, comme je disais tout à l'heure, dans un programme de cours de plein air. On faisait du ski avec les jeunes, on faisait du canot, on faisait de la descente de rapide, du canot camping, de la raquette, du ski de fond, name it, là, tu sais. Puis c'est un cours complètement fou pour les jeunes. Puis quand je leur parlais de mes expéditions, tout de suite, il y a un intérêt, tout de suite, il y a une fascination, même pour ceux qui avaient moins d'intérêt dans le cours, qui avaient pris ça juste parce que c'était peinard, parce que c'était à l'extérieur, puis c'était bien mieux qu'être dans un gym et de faire des tours de gymnase à la course. Puis j'ai réalisé qu'il y avait vraiment un impact. J'ai réalisé ça dans les cours que je donnais à l'école, au secondaire, mais j'ai aussi réalisé ça dans les conférences. C'est que le simple fait de montrer des paysages de ces régions-là, des régions très vulnérables au changement climatique, au fond, ça crée un émoi, ça crée une émotion, puis ça développe une sensibilité chez des enfants. Peut-être moins chez des adultes, mais chez des enfants, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans leurs yeux quand on présente ces images-là. Ça peut... Oui, il est en train de dire que vos yeux n'ont pas beaucoup réagi pendant toute la présentation. En tant qu'adulte borné et blasé. Non, mais pour vrai, il y a vraiment une différence entre le montrer à des adultes et des jeunes. Il y a beaucoup d'études récentes qui montrent que
il y a des grands désavantages sociaux, d'un point de vue même de santé psychologique, d'un point de vue de santé physique, à s'éloigner de la nature, surtout chez les jeunes. Et ça, c'est appuyé par la recherche, c'est prouvé que les jeunes vont de moins en moins dehors, les jeunes sont de moins en moins en contact avec des paysages, avec un côté plus sensible de la nature, ils jouent moins à l'extérieur, sont plus souvent devant des écrans, etc. Ça a plein d'inconvénients d'un point de vue développemental. C'est prouvé que le fait d'aller dehors, surtout quand tu es jeune, c'est bénéfique pour ton développement moteur, le développement de ta capacité à mettre des mots sur tes émotions, à maîtriser ta patience, à maîtriser la façon que tu te comportes avec les autres. C'est bon pour une multitude d'aspects d'un point de vue développemental qui sont sous-estimés et qui étaient peu appuyés par la recherche jusqu'à présent. Moi, j'ai travaillé dans un camp de vacances toute ma jeunesse, qui est spécialisé sur les expéditions de canot. C'est là que j'ai appris à faire du canot, puis à guider les expéditions plus tard dans ma jeune vingtaine. Je peux dire que ça change une existence, honnêtement. Aller dehors, en équipe, véritablement, là, ça les transforme. Là. C'est ça qui forge leur identité, c'est ça qui les apprend à être empathiques, c'est ça qui leur apprend à être patients, à comprendre ce qu'ils vivent, à avoir un recul sur leurs émotions. Vraiment, là, ça les transforme profondément et durablement. Moi, j'ai l'impression, tu sais, dire changer le monde, il faut vraiment faire attention de ne pas avoir l'air prétentieux avec cette question-là, mais l'éducation, ça transcende ma vie, ça l'a toujours transcendé. Puis, même chose quand je me suis mis à enseigner des notions de canot puis d'expédition dans les camps de vacances. Même chose quand je suis devenu prof au secondaire. Même chose quand je montre mes conférences, que je montre des images du Nord à des élèves qui ne connaissent pas le Nord, qui ne savent pas c'est quoi le Nunavut, qui ne savent pas c'est quoi faire du camping d'hiver, qui ne savent pas c'est quoi vraiment avoir froid, qui ne savent pas nécessairement c'est quoi non plus vraiment avoir faim, ressentir la faim. L'expérience sensorielle est évacuée un peu de notre relation avec les territoires. Puis, j'ose espérer que les conférences qu'on donne, ça peut allumer l'œil des jeunes, ça peut créer une connectivité avec le territoire d'un point de vue plus sensible. Tu sais, dans ma job aussi, les Amis de la Terre, c'est ça qu'on essaie de faire, c'est de créer une sensibilisation à l'environnement par une vulgarisation de l'information, par des activités, des conférences sur le zéro déchet, sur la lutte au gaspillage alimentaire, sur la décroissance économique, la transition énergétique. Puis c'est des beaux défis, puis ça transcende ma vie. Fait que tant mieux si ça aide la société d'une quelconque manière, mais je pense qu'à un certain point, on désire tous ça, là, changer le monde à notre manière. Là. Puis tu penses-tu que si tout le monde faisait sa propre expédition à corps, l'impact serait vraiment grand sur les territoires? Parce que ça a quand même... Parce que quand on présente des images de territoires éloignés, quand on présente des images de faune, de flore protégée, éloignée, qui est en perte de biodiversité, il faut faire attention quand on présente des images. Puis crois-tu qu'en faisant la promotion de ce genre d'expédition-là, qui semble vraiment attirante, tu viens promouvoir comme peut-être que tout le monde fasse leur propre expédition encore? Non, vraiment pas. En fait, c'est que la conférence que je donne dans les écoles est vraiment différente de ce que j'ai fait aujourd'hui. Au sens où il y a toute une partie de la conférence que là, je n'ai pas faite qui porte sur le dépassement de ses limites, sur la persévérance, sur oser rêver, puis oser imaginer un avenir différent pour soi puis pour la société, puis oser sortir de sa zone de confort véritablement, puis prendre les rênes de ses rêves, puis les réaliser, parce que rendu à 50 ans, il y a des fortes chances que tu réalises, tu les as pas faites, tes rêves. Là. Fait qu'il y a tout ce côté-là, mais il y a aussi le côté, comme tu dis, où je développe plus l'aspect écologique. T'sais. Je dis pas aux gens... En fait, moi, pour répondre à ta question brièvement, il ne faudrait pas que tout le monde fasse comme je fais. Il ne faudrait pas que tout le monde se craigne à aller faire des expéditions dans le Nord, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait plus de gens dans le Nord. C'est ça le paradoxe avec ces régions-là. C'est qu'il faut trouver un moyen de développer un lien de sensibilité avec la population en général, à quel point c'est crucial de préserver ces régions-là, même si on ne les voit pas. Ces régions-là sont en transformation. Parlez-en aux Inuits, ils vivent au jour le jour. Nous, on ne le voit pas ici. Or, l'Arctique se réchauffe 2 fois plus vite que le reste de la planète. Nos actions qu'on a dans le sud, ou plus au sud du moins, ont des répercussions concrètes sur la transformation des écosystèmes nordiques très vulnérables. Alors, il faut développer un lien de sensibilité pour que les gens comprennent que c'est important de préserver ça, mais il ne faut pas qu'ils y aillent. Fait que là, il n'y a pas 1000 options, là. Tu sais, c'est des documentaires, c'est des présentations, c'est des conférences,
Puis je trouve que l'espace médiatique est souvent occupé par des vedettes, mais il n'y a pas assez d'experts, à mon avis, d'experts scientifiques qui sont capables de vraiment mettre une sensibilité sur les savoirs qu'on développe sur le Nord. Vulgariser. De vulgariser, exactement, parce que c'est bien beau développer, accroître les connaissances théoriques, mais les gens qui on parle d'albédo puis d'acidification des océans, là, ça leur dit rien. Là. Ça ne participe pas à protéger ces espaces-là. Fait que c'est complémentaire. Fait que, non, il ne faudrait pas que tout le monde fasse ce que je fais, mais j'ose espérer que le fait que je peux le montrer aux gens, ça fait en sorte que ça peut avoir un aspect bénéfique sur, au final, le lien qu'on a avec ces régions-là, pour faire court. S'il y en a qui veulent rebondir. Yeah. Bonjour. Moi, Bonjour. j'avais 2 questions. Oui. Quand tu dis qu'il ne faut pas qu'il y ait plus de gens qui aillent dans le Nord, c'est vis-à-vis des Inuits ou au niveau de l'environnement? C'était par rapport à quoi? En fait, ce que je veux dire, c'est juste que les communautés inuites ont souvent pas du tout les infrastructures pour recevoir plus de gens qu'actuellement. En fait, il y a des crises de logement partout dans l'Inuit Nunavut, dans tous les territoires inuits. Donc, il n'y a pas les infrastructures d'accueil, il n'y a pas vraiment de tourisme là-bas. On n'a aucune raison d'aller là-bas. Donc, quand je dis qu'il ne faut pas qu'il y ait plus de gens y aillent, c'est qu'en fait, il ne peut pas y avoir plus de gens qui y aillent. Par exemple, il y a une autoroute au Yukon qui s'appelle la Dempster Highway, qui a un prolongement vers le nord, en fait, qui monte jusqu'à la mer de Beaufort dans l'océan Arctique. Quand ils ont appris que la route allait s'en venir jusqu'à ces communautés-là, parce qu'avant, elle ne se rendait pas, la route, jusqu'à eux, mais là, la route a été construite jusqu'au bout. Donc là, eux autres capotaient, parce que là, il peut y avoir du monde soudainement qui se pointe là, dans aucun but précis, juste comme pour venir voir, venir ouairer, en bon québécois. Puis ça ne peut pas être comme ça, parce que déjà, il y a une crise du logement, comme je disais, puis en plus, ils sont aux prises avec des problèmes de dégel du pergélisol, qui fait en sorte que les infrastructures qu'ils ont déjà sont instables, sont insécures, parce que ça se met à caler, ça se met à bouger dans le sol, c'est tout le temps à refaire, c'est à solidifier. Une présence accrue du public dans le Nord, ça fragilise ces écosystèmes-là. Puis c'est ça. Et ça, c'est mon avis de ce qu'on appelle des Ralunat, des non-Inuits, des Blancs, en fait, du point de vue des Inuits. C'est mon avis de Ralunat qui ne connaît pas la vie Inuit, qui n'est pas Inuit, qui n'est pas Inuk. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens parmi les communautés Inuit qui veulent un développement touristique. Je sais qu'il y a beaucoup de croisières qui offrent des passages dans les régions arctiques. Il y a même des paquebots là, qui débarquent dans des communautés Inuit. Mais c'est ça, les communautés sont beaucoup divisées. Hein. C'est comme la présence d'industries minières. Les communautés sont très divisées par rapport à ça. Hein. Fait que c'est ça. Il n'y a rien de ni noir ni blanc. Là. C'est tout le temps de la nuance. Mais au final, d'un point de vue objectif de ce que la recherche montre, de vulnérabilisation des communautés en lien avec les changements climatiques, il ne faut pas qu'il y ait plus de gens qui se pointent là-bas sans raison valable. Parce que ça ne marchera pas. Là. Ouais, c'est ça. OK. Merci. Je trouve ça vraiment intéressant, en fait, ta vision des choses par rapport aux communautés inuites. Puis je me demandais, en fait, quand vous allez dans le Nord comme ça, est-ce que vous documentez vos échanges avec les Inuits? Puis est-ce que, mettons, tu parlais de ton ami, de la personne Inuk que tu as rencontrée, qui faisait des expéditions déjà, puis qui était déjà dans l'industrie du plein air, puis tout. Puis je me demandais, est-ce que cette personne-là, elle documente ses expéditions? Puis sinon, est-ce que tu peux donner quelques petits, petits cues là, par rapport à lui? Ben oui, certain. En fait, Noah, le gars dont tu parles, Noah, en fait, au début, il était supposé faire partie de l'équipe parce que c'est son projet à base, qui nous a comme légué. On voulait qu'il vienne, mais pour des raisons de santé physique, il n'a pas pu embarquer dans le projet. Après ça, on essaie le plus possible de prendre des images de ce qu'on vit avec les communautés. C'est ça. Donc, la réponse, c'est oui. Mais après ça, nous, on fait pas un documentaire. Le documentaire, c'est pas nous qui le faisons. Nous, on fournit des images. Puis après ça, les gens qui veulent bien faire des documentaires sur ce qu'on fait vont faire de quoi avec ça. Puis si on veut mettre un angle, si on veut pousser un angle, on peut le faire. Au final, on a comme un veto là-dessus. Mais on ne veut pas avoir l'air des étrangers qui viennent documenter la vie des Inuits, parce que c'est pas ça qu'on fait. Avec les communautés autochtones, il faut jouer franc jeu.
Eux autres veulent voir s'ils peuvent te faire confiance. Fait que si tu débarques dans une communauté que tu connais à peu près personne, ils ont bien beau trouver ça cool, qu'est-ce que tu fais, tu sais, tes XP, puis tout. Sauf que si tu as l'air du weareux qui veut juste les filmer en train de manger leur caribou, ça n'a pas sa place. Tu sais, c'est dégradant. Puis ça participe à une vision colonialiste des expéditions que j'aime pas, que je ne veux pas faire partie. Fait que c'est tout le temps le juste milieu. Autant des fois, on se sent un peu malaisé de prendre des images quand il y a un festin de caribou dans la communauté. Autant on se dit, ouais, mais en même temps, c'est cool, il faudrait avoir des images de ça pour le montrer aux gens. Puis, mais en même temps, c'est que moi, je ne suis pas Inuit. Fait que je ne sais pas vraiment c'est quoi la vie d'un Inuk. Fait que c'est ça. C'est la juste balance à trouver pour ne pas être colonialiste, mais pas éviter de parler d'eux autres non plus. Puis c'est pas simple. Je t'avouerai que je n'ai pas trouvé encore la clé la clé. Est-ce qu'il y avait d'autres questions avant que j'enchaîne avec la dernière que j'avais demandé à Nicolas? Non? Donc, on va parler du COVID. Le mot crise sanitaire, la crise du COVID, est utilisé. Et le mot crise environnementale est utilisé aussi. C'est deux crises qu'on gère de façon différente. Puis c'est deux crises qui sont aussi selon des échelles et des notions de temps différents dans notre réaction, dans les impacts qu'on peut voir. Puis j'ai trouvé ça intéressant de dire, est-ce que tu penses, toi, en tant que professeur, en tant que personne qui fait des expéditions, en tant que personne sensibilisée à l'environnement par tes expériences, est-ce que tu penses qu'on devrait gérer la crise environnementale de la même façon, avec la même urgence, avec le même stress, culpabilité, sérieux, efficacité que la crise de la COVID-19? Avec la même peur aussi. Peur. Ou panique. Mais en fait... Mais il y a aussi des avantages. Je ne veux pas juste souligner les dark sides de notre gestion de la crise, parce qu'il y a aussi une efficacité qui est claire. Ben, la question est excessivement pertinente. Évidemment, il y a plein de monde qui se la pose, là. Premièrement, moi, je veux juste dire que je ne suis pas un expert en rien. Je ne suis pas un expert en histoire, en politique, en économique, en sociaux, ni en santé publique, là, surtout pas en santé publique. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont comparables entre les deux crises. Puis moi, personnellement, j'ai une réflexion là-dessus. Je me considère comme éco-socialiste là, ou écologiste. Là. Je pense que fondamentalement, dans la société dans laquelle on vit, les logiques d'oppression sont à peu près les mêmes dans tous les aspects de notre société qu'on peut critiquer puis juger comme mal ou à changer. Par exemple, qu'on parle de domination des hommes sur les femmes, qu'on parle de domination de culture hétéronormative sur les communautés LGBTQ+, qu'on parle de domination des pays du Nord envers le Sud ou de l'homo sapiens sur l'environnement. Moi, je vois ça comme une structure et toutes ces dynamiques d'oppression et de violence-là sont des segments et il y a des nœuds, il y a des intersections qui relient ces segments-là. Mais si on veut changer une société, on ne peut pas penser qu'on peut changer juste un segment. Ça fait partie d'une structure. Donc, il faut changer les nœuds, il faut changer les intersections. C'est ce qu'on appelle avoir une posture, s'intéresser aux intersectionnalités des oppressions puis des logiques de domination dans la société. Donc, je pense que les rénovations qu'on doit faire dans nos façons de voir la société sont beaucoup plus profondes que ce qu'on a pu mettre en place pour gérer une crise comme la COVID. Fait que pour répondre à ta question, la réponse courte, c'est non, je ne pense pas qu'il faut que ça soit géré de la même façon. En fait, premièrement, il y a tout un langage. Le choix des mots est vraiment important selon moi. Par exemple, la façon que c'est traité par les élites dirigeantes, la façon que c'est reçu par la société, c'est vraiment intéressant. Premièrement, les métaphores. Quand on entend des dirigeants, des politiciens parler tout le temps en termes militaires, on part en guerre contre un virus, on va détruire le virus, on va l'anéantir, il faut mettre en place une industrie quasiment blitzkrieg là, pour détruire cet ennemi commun. À un moment donné, le langage militaire n'a pas sa place dans la gestion d'une crise environnementale. C'est par abstraction de la coopération et de la collaboration qu'il faut faire justement pour régler les problèmes qui sont mondiaux, très globalisés. Après ça, il y a toute la campagne
la campagne qu'on utilise pour se rassurer en tant que société en disant « tout va bien aller ». C'est un message qu'on ne peut pas employer. C'est une stratégie socio-cognitive qu'on ne peut pas utiliser dans un contexte de crise environnementale. Parce que non, tout n'ira pas bien, pas en tout. Qu'on parle d'effondrement de la biodiversité, qu'on parle d'avancée des déserts, qu'on parle de recul des glaciers, qu'on parle d'acidification des océans. Je veux dire, name it, il y a tellement de choses qui vont arriver, de débalancement, de troubles qui vont arriver, qu'on ne peut pas juste se dire « Ah, tout va bien aller ». Rassurez-vous, guys, on va prendre une couple d'actions autoritaires en tant que gouvernement. Ça va durer 18 mois. On va clouer les avions au sol. On va arrêter de voyager. On va se laver les mains bien comme il faut. Puis, beding, badang, ça va être réglé dans 3 ans. La crise environnementale, c'est le contraire. Pour moi, c'est le parfait contraire. Ça nécessite de l'engagement politique ferme, autoritaire, mais aussi une transformation sociale profonde qu'il n'y a pas en ce moment dans la crise de la COVID. Puis je répète ce que je dis, c'est vraiment mon opinion qui ne vaut pas plus que personne ici. Mais moi, je n'ai pas l'impression personnellement que les valeurs sociales profondes sont en train de changer. Je ne sais pas vous, moi, je n'ai pas l'impression que ça change. Je pense que ça ne va rien changer d'un point de vue de l'extractivisme, du colonialisme, des logiques d'oppression. Ça ne va rien changer au capitalisme. Puis au final, c'est ça le nœud du problème. C'est la vision qui met la compétitivité en éloge dans notre société. Beaucoup de problèmes émanent de ça et la COVID va strictement rien changer à ça, je crois. Par contre, ce que ça met en relief, c'est à quel point les inégalités qui sont déjà dans notre société sont exacerbées par une crise comme la COVID. Et pour moi, on ne peut pas régler la crise environnementale sans s'attaquer aux inégalités sociales. Comme je répète, je suis un éco-socialiste, pour moi, tout est lié, là. Ces logiques-là participent des mêmes structures. On a souvent entendu dans la crise de la COVID, tout le monde est dans le même bateau. Pour la première fois, tout le monde est dans le même bateau. On a tout le monde le même risque de pogner ce virus-là. Il n'y a rien de plus faux que cette affirmation-là. Je veux dire, dans un monde où Jeff Bezos, PDG d'Amazon, gagne 550 000 fois plus que l'employé salarié moyen de son entreprise, ils ne sont pas dans le même bateau. Il y en a clairement un qui peut avoir du Purell de meilleure qualité, mettons. Oui, c'est ça, exactement. Mais tu sais, pour vrai, les gens qui sont déjà vulnérabilisés, qui sont déjà en situation d'opprimés, le sont encore plus avec une crise comme ça. Et c'est ces gens-là qu'il faut inclure dans une nouvelle vision sociale qui est à renouveler. Tu sais, c'est bien facile, là, porter des actions directes, concrètes, pratico-pratiques pour régler un virus comme ça. Je veux dire, c'est facile confiner le Québec. C'est facile. On a eu la preuve, ça s'est passé en une journée. Déconfiner, c'est plus difficile. Relancer une économie qui soit juste et verte, c'est très difficile. Ça semble être très difficile et ça ne semble pas être dans l'agenda gouvernemental actuellement. Tu sais, il y a comme 2 questions, je trouve, qui se cachent derrière ça. C'est, d'un point de vue environnemental, c'est est-ce que les changements profonds de paradigme qu'on doit opérer dans la société pour juguler les crises environnementales, est-ce que ce changement de paradigme-là va être concerté et fait de façon adéquate et volontaire et main dans la main avec tout le monde qui doit être inclus, c'est-à-dire toutes les minorités, ou bien est-ce que ça va être fait de façon nécessaire a posteriori? Parce que ça va devoir être fait. Donc, est-ce que c'est maintenant et ça va être fait de façon bonne et juste et verte, ou est-ce que ça va être fait de façon forcée quand on n'aura pas le choix? Puis il y a aussi, la deuxième question, c'est est-ce que ça va être fait selon des logiques fascistes ou est-ce que ça va être fait selon des logiques solidaires? Mais c'est l'autre question. Ça va être gros, qu'est-ce que je veux dire, mais l'expérience qu'on a en tant qu'espèce homo sapiens, là, à date de collaboration à très grande échelle, c'est souvent des flops. Fait que je suis assez pessimiste, mais en même temps, je pense que ça ne sert à rien de se dire optimiste ou pessimiste, on n'a même pas le temps. Si ta maison est en feu, tu ne vas pas dire hey, « Est-ce que je pense que ma maison va brûler au complet ou est-ce qu'elle va brûler juste une pièce? » Non, tu sors de ta maison puis tu appelles les pompiers immédiatement. Déjà de se poser de la question, là, on parle des minutes, là. Go! Qu'est-ce que vous faites ici? Là? Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Bon, c'est mon opinion là-dessus, c'est ma vision des choses, mais je serais vraiment intéressé à ce que vous me partagiez la vôtre maintenant, s'il y en a qui sont à l'aise. J'aime ça regarder vos yeux quand j'ai le micro. Là. Il y en a qui on dirait que c'est de la torture si je les regarde dans les yeux. Moi, j'ai juste un commentaire. Merci, en fait, de nous partager cela.
parce que ça nous éduque, je trouve, et ça nous montre des contrées qu'on n'a pas idée, et ça nous humanise sur des peuples, sur des territoires. Ben, merci. Merci à vous d'être là, de m'avoir permis de partager tout ça. En fait, moi, ça va être plus une question. On parle beaucoup d'environnement, on parle de notre impact environnemental. Puis je me demandais, au cours de vos expéditions, justement, qu'est-ce que vous faites pour minimiser votre impact environnemental? Je me demande, est-ce que c'est comparable, par exemple, à la quantité de déchets qu'on retrouve durant les expéditions de l'Everest, ou est-ce que vous essayez le plus possible d'avoir des choses, justement, qui sont biodégradables ou d'une façon d'en disposer qui va être minime comme impact sur l'environnement? Ben, on essaie le plus possible d'avoir une empreinte minime sur l'environnement d'un point de vue, de tous les points de vue. Là, je veux dire, d'un point de vue de la trace qu'on laisse dans la nature, d'un point de vue de l'impact qu'on a sur les mammifères avec qui on cohabite, d'un point de vue des déchets qu'on pourrait laisser, on ne laisse rien jamais derrière nous. Tu sais. On essaie le plus possible de ramener nos déchets, non pas de les brûler sur place, parce que ça crée énormément beaucoup de CO2. Là, un feu, là. En général, on essaie d'épouser le plus possible les principes sans trace. Mais tu sais, comme je disais au début, je prétends pas du tout que ce qu'on fait, c'est bon pour l'environnement. Tu sais, je veux dire, notre empreinte carbone va être dégueulasse là, avec les billets d'avion qu'on prend là, pour aller au point le plus au nord. Là. Par exemple, un autre défaut des expéditions, c'est que ça crée quand même beaucoup de déchets parce que, ben, tu sais, évidemment, on les ramène, là, tu sais, mais la bouffe, la nourriture lyophilisée ou déshydratée, c'est souvent en sachet individuel. C'est beaucoup de barres tendres, emballées individuellement, etc. Fait que pour la conservation, on pourrait comme pas vraiment se permettre d'avoir tout le temps du vrac, d'avoir un gros pot de gruau déjà fait, ça va devenir dégueulasse. Là, on va trimballer ça pendant 7 mois, ça ne peut pas être comme ça. C'est là qu'on voit, en fait, c'est le paradoxe du plastique. Le plastique, c'est une super belle invention, là, pour vrai. Là, ça conserve les aliments de façon extraordinaire. C'est juste que maintenant, tout le monde le fait. Il n'aurait pas fallu que ça vire comme ça. Tout le monde le fait, ça s'est démocratisé. Puis maintenant, tout le monde l'utilise à chaque jour, des plastiques à usage unique. Ça a mal viré. Puis c'est ça. Maintenant, le plastique, c'est devenu l'ennemi public numéro 1. Mais pour répondre à ta question, on essaie le plus possible, mais on ne fait pas de miracle non plus. Là, ça me fait penser à quelque chose. Au niveau de la société actuelle, tu dis qu'il y aurait beaucoup de changements à faire. Mais maintenant que, admettons, pour le plastique, on utilise pour tellement de choses, et maintenant que la machine est un peu lancée, comment, en fait, quelles seraient des solutions pour essayer de changer nos habitudes sociales et écologiques? Deux axes de solutions, à mon avis. La première, un axe de solution qui émane des masses, donc des populations. Il faut adopter des changements comportementaux de consommation beaucoup plus responsables. Puis là, je ne suis pas là pour faire la morale à personne, là. Je aspire tout le monde. Là. Mais il faut décroître notre consommation. Tu sais, aux fameux 3 R, souvent qu'on utilise, là, réduire, réutiliser, recycler. Là. À ça, il faut rajouter un premier R qui est l'acte de refus. Il faut refuser d'être dans une société qui nous pousse tout le temps à consommer de la scrap qu'on n'a pas de besoin, avec de l'argent qu'on n'a même pas pour impressionner des gens qu'on n'a même pas besoin d'impressionner. Tout ça, ça ne fonctionne pas. Il faut consommer moins d'objets. Après ça, il faut réduire le plus possible les emballages qu'on utilise, c'est sûr. Tu sais, mais ça a une limite en termes d'action personnelle qu'on peut porter. Parce qu'il y a tout le temps des grosses industries qui vont essayer de nous faire consommer des objets emballés en plastique. Tu sais, si on agissait de la même façon qu'on a agi pendant la COVID pour la crise environnementale, là, tu sais, la fameuse COP 21 là, en 2015, là, où est-ce que tous les pays du monde se sont entendus de façon très solennelle à réduire, à se mettre une cible d'émissions de CO2 à l'échelle planétaire, des cibles très précises. Là. Justin Trudeau, là, vraiment, là, si on avait pris ça au sérieux comme on l'a pris pour la COVID, là, Justin Trudeau serait revenu au pays et aurait interrompu l'industrie pétrochimique. Comme on a confiné le Québec dans un principe de précaution, on a un nouveau virus, dans le doute, on va s'attendre au pire. Avec toutes les données qu'on a sur le désastre environnemental, ne devrait-on pas s'attendre au pire et mettre en place des principes de précaution et que les gouvernements prennent des décisions autoritaires sans tomber dans la dictature, dans le fascisme, etc., mais que ça soit consenti? Si bon, on les élit pour ça, tu sais. Ils doivent représenter l'opinion publique. Ça demande une vigilance citoyenne constante, à mon avis. Là. Mais tout ça, c'est comme... On vit dans la société qu'on vit actuellement, c'est des changements qui vont être tellement longs, selon moi,
Ben, je suis bien d'accord avec toi. C'est des changements tellement drastiques qu'il faut faire. Tu sais, moi, je suis pour une radicalité environnementale. Ce qui est comme déjà trop tard quasiment. Il faut mettre en place maintenant des décisions très restrictives sur notre consommation, à mon avis. Tu sais, quand... Mais comme Olivier disait, jusqu'où on est prêt de se dire qu'on va se brimer dans nos... Est-ce qu'on est prêt à dire demain matin, je prends plus l'avion, jamais de ma vie, pour vrai? Là. Puis là, le gouvernement te fait payer une amende si tu prends l'avion. T'sais. Exact. Est-ce qu'on est prêt à ça? Ouais. Ou tu n'as pas le choix d'acheter des crédits carbone, disons. Tu as une taxe carbone quand tu achètes un billet d'avion. Je pense aussi que l'information qui nous est vulgarisée puis divulguée n'est pas tout le temps optimale non plus. Parce que faut tout le temps se rappeler que les gens ils ont une vie loadée. Les gens n'ont pas le temps de réfléchir à ces enjeux-là. Les travailleurs reviennent de la maison, ils sont brûlés. Le monde qui ont des enfants, il faut que j'aille les devoirs. Tu fais à souper, s'il est rendu 9 heures, tu as fait la vaisselle, puis là, tu as ton petit moment de couple qui te reste de demi-heure d'énergie. Tu sais, ça va vite une journée. Là. Si on garde ce rythme de vie-là, très productiviste, si on garde cette pression-là de production au quotidien qui est insoutenable, à mon avis, d'un point de vue de santé publique, là, on ne peut pas permettre aux gens de réfléchir à ces enjeux-là. On ne peut pas permettre aux gens de s'asseoir en famille et de se dire qu'est-ce qu'on fait concrètement pour réduire notre empreinte environnementale parce que c'est important. On n'a pas le temps de le faire. D'où l'importance d'avoir des idées novatrices comme libérer du temps aux gens, ramener les semaines de travail à 4 jours. Je ne sais pas, il y a plein de... Vous irez écouter le podcast de Gabriel Nadeau-Dubois qui s'appelle « Le comité des idées dangereuses ». Il explore plein d'idées comme ça qu'on considère dangereuses, qui sont, à mes yeux, essentielles. Puis, tu sais, ça revient à la comparaison crise environnementale, crise de la COVID-19, c'est que la façon que l'information nous est partagée, c'est traité de façon opposée, à mon avis. Par exemple, pendant, vous vous souvenez, premier mois de la pandémie, là, quasiment 100% des nouvelles dans les médias concernaient le virus. Là. Or, quand le GIEC retentit avec un rapport qui n'a pas de bon sens, là, ou quand une chaire de recherche là, de renommée internationale, ou quand une revue comme Nature publie des articles avec des informations comme « si on ne fait rien maintenant, 80% de la biodiversité va s'effondrer d'ici les 50 prochaines années », ou 60% des mammifères vont s'éteindre d'ici les 100 prochaines années. Là. Pourquoi RDI Information, disons, publie cette information-là, et ensuite passe du coq à l'âne, passe au sport, passe aux arts, passe à la météo. What the fuck is going wrong? Tu sais, je veux dire, on devrait tout mettre sur pause avec une nouvelle comme ça. On dit, gang, c'est grave, là, c'est vraiment grave. Là. On traite ça comme une nouvelle parmi tant d'autres. Il y a un grave problème, là. Mais il y a une incohérence monumentale dans la façon que les médias traitent un virus pandémique versus la crise environnementale. C'est vraiment bizarre. Je n'ai aucunement la réponse. Là. Je vous lance la question si vous avez une piste. Là, mais... En fait, moi, je voulais juste rebondir. Je suis vraiment d'accord avec toi. En fait, là, je pense que en ce moment, j'ai comme des idées plus de changement radical par rapport à l'environnement, puis peut-être par rapport à pas mal de choses, en fait. Mais dans le fond, ce que je voulais dire, c'était que notre rapport individuel est tellement moindre par rapport à toutes ces grosses entreprises-là, puis ces gros lobbies-là dont tu as parlé. Puis je trouve que, tu sais, on est des personnes sensibles à l'environnement, on est des personnes sensibles tout court, probablement. Puis je trouve ça important qu'on se questionne par rapport à nos habitudes de vie, puis qu'on questionne la société aussi par rapport à leurs habitudes de vie. Mais je veux dire, tout n'est pas sur nos épaules non plus. Tu sais, comme il y a des gens que leur job à tous les matins, c'est de se lever puis de travailler contre l'environnement puis contre la planète. Tu sais. Fait que je veux dire, moi, c'est sûr que si j'achète une paire de souliers à tous les 5 ans d'un magasin neuf que j'encourage pas puis que je cautionne pas les valeurs, ben oui, je vais me sentir mal puis je vais me trouver conne de faire ça, mais en même temps, c'est parce que on a souvent tendance, quand on est de gauche, quand on a des idées de solidarité puis tout, à s'auto-flageller par rapport à ça. Mais comme crime, il y a des gens là que, tu sais, tu as parlé des millionnaires, des milliardaires tantôt qui ont comme, tu sais, leur vie, c'est de scraper la planète. Fait que je veux dire, on peut-tu se donner un break un moment donné puis de se dire que comme si on travaille ensemble au lieu de tout le temps s'auto-critiquer puis de juger les autres par leur choix de vie puis par leur action au quotidien, peut-être qu'on va arriver à une meilleure finalité. Tu sais, je veux dire, c'est ça. Là. Moi, je pense que la réponse, c'est de comme, faire des actions collectives qui vont contrer ces problèmes-là, puis pas nécessairement de changer nos habitudes de vie quotidiennes. Ben, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, je suis végane dans la vie. Je suis végane, puis j'aime ça, les produits animaux, là, mais pour des questions de valeur, je me restreins à ça.
Puis après ça, des fois, je pense à des Jeff Bezos. Là, fuck, le gars, là, il vaut comme 120 milliards là, en 2019, là, puis avec la COVID, là, ça a genre doublé. Là. 120 milliards! Fait que moi, là, que je suis vegan, là, ça ne change rien. Là. Ça change quelque chose pour moi. Ça La change. plupart du temps, en étant vegan, tu vas te dire, oui, mais là, tu recycles pas ton papier. Comme, Ça a comme pas de si fin. tu fais une action, il faut toujours que tu aies toutes les autres actions Exact. dites vertes ou pro-environnementalistes pour Exact. avoir un profil parfait. Puis je voulais rebondir sur l'idée de s'auto-flageller. Souvent, si quelqu'un essaie de faire un petit geste pour se sentir bien avec ses idées, des fois, on se fait pointer tous les autres petits gestes qu'on fait pas autour au lieu de se faire laisser tranquille. Se laisser vivre. là. Laisse-moi C'est bon. vivre. Ouais. Parce que, tu sais, au final, c'est Jean-Philippe Cyr, le chef cuisinier vegan, qui disait ça dans une émission. Il disait, tu sais, est-ce qu'on veut un club vegan ou un club écolo ou est-ce qu'on veut un monde écolo? Autrement dit, on veut que tout le monde soit écolo de façon imparfaite et non pas un club restreint, élitiste, qui challenge tout le temps à savoir si tu es parfaitement écolo. On s'en fout, là. Si tout le monde est végé un jour par semaine sur la Terre, ça veut dire qu'il y a l'équivalent de 1 milliard de végés sur la Terre. Il faut faire les équivalences à un moment donné. Là. Puis, tu sais, je suis parfaitement d'accord avec toi. Il y a des gens qui se lèvent le matin en se disant « Comment est-ce que je peux berner les gens? » Pour leur faire croire que ce qu'ils achètent, c'est bon pour l'environnement, alors qu'ils font du greenwashing, tu sais, de l'éco-blanchiment. Fait que notre pouvoir d'action est très, très, très limité par rapport aux fortunes mondiales. Surtout quand on sait qu'en ce moment, là, il y a une quantité de gens qui rentrent dans un petit autobus jaune là, qui possède 50% de la richesse de la planète. Là. Fait que là-dessus, sur cette belle note optimiste. On va tous les imaginer aller à l'école ensemble. C'est ça. Avec un masque. Eh bien, merci à tout le monde d'être venu. Merci beaucoup, Nicolas, de ton partage. Puis je souhaite que l'expédition se passe très bien, puis que vous ayez plein de plaisir. Puis j'espère que ça a brassé une couple d'idées. Merci encore. Ce projet a été possible grâce à la collaboration de l'Association de mise en valeur du secteur Tourelle Ruisseau-Castor ainsi que l'Auberge Festive Sea-Shop. Je remercie énormément tous les autres partenaires, soit le Centre local de développement ainsi que la Caisse populaire des jardins de la Haute-Gaspésie, le Conseil régional de l'environnement Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, le Family Prix Extra de Sainte-Anne-des-Monts, le Centre de production cinématographique Parallœil de Rimouski, ainsi que le mouvement de mobilisation Nourrir notre monde. Coucou les coucous! J'ai la fierté de vous annoncer que nous recevons au prochain épisode Mélissa Molène-Dupuis afin de jaser d'environnement et de perspectives autochtones.